Qui est parti un peu dans l'espace avec le lendemain. Ne passez pas devant la cam. Patron de Bercy, interrogé sur le sujet, Je suis en visio. devant toutes les caméras et qui n'est pas au courant de cette mesure. Donc, de là à parler de quoi, évidemment, il n'en fallait que quelques secondes, mais il s'agit quand même de faire atterrir au mieux ces annonces. Il s'agit de surtout pas se louper et que tout le monde parte sur la même ligne de départ, parce que ce type de scène et d'épisode fait en effet passer un message et Catherine Vautrin en effet qui s'était exprimée le 15 juillet et qui là ne prendra pas la parole et qui va débuter son cycle de concertation avec notamment les groupes politiques. Elle commence par les plus simples, quoique le socle commun et notamment Ensemble pour la République. Vous vouliez réagir à l'instant? Oui, alors François Bayrou seul, mais en même temps François Bayrou sur son sujet, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. François Bayrou, il a été candidat 3 fois à la présidentielle. Ce sujet de la dette, il l'a défendu. Il a été le premier d'ailleurs à prêcher pour baisser la dette française, pour lutter contre le surendettement. Il était tout seul à l'époque. Et là, on voit bien quand il parle de responsabilité, quand il parle de prendre l'opinion à témoin, c'est pas seulement de l'opinion de cette rentrée, c'est pas l'opinion d'aujourd'hui. Il se positionne non pas comme candidat à la présidentielle, mais comme un homme politique de responsabilité qui veut que ce sujet soit présent aussi lors de la présidentielle. D'ailleurs, on voit bien, c'est ce que dit aussi, ce que nous avait dit l'ancien Premier ministre Michel Barnier à la tribune dimanche, en expliquant qu'il était question de souveraineté quand on parle de la dette. Et donc, on voit bien que c'est le sujet de François Bayrou, et c'est pas un hasard d'ailleurs si Emmanuel Macron, dans Paris Match, appuie dans son interview à Paris Match cette semaine, appuie son Premier ministre, c'est pas un hasard si cette rencontre à Brégançon, qui aurait pu être une rencontre discrète, secrète, est mise en scène et expliquée. L'idée, c'est de bien lier le national et de l'international, et expliquer à quel point il est nécessaire dans le monde de 2025 de désendetter la France. C'est ça que veut prouver François Bayrou, que veut montrer François Bayrou aujourd'hui. Il a raison, François Bayrou, là-dessus, sur le constat, il faut désendetter la France, il faut sauver la France. Oui, je rejoins ce que dit Soisy Kemener. Effectivement, François Bayrou a longtemps porté publiquement, par ses paroles, cette question de la réduction de la dette. Mais excusez-moi, il a soutenu les 8 derniers budgets. Les budgets qui ont été adoptés, enfin par 49.3 pour un certain nombre d'entre eux, mais enfin les budgets qui étaient soutenus par la majorité d'Emmanuel Macron. Tous, sans nuance, et en l'occurrence, ce sont ces budgets-là qui ont conduit à un accroissement considérable de la dette. Donc, il y a une contradiction majeure. Vous avez raison. Alors que Elisabeth Borne est en train d'arriver, vous avez raison, on trouvera toujours des raisons. Simplement, moi, ce que je constate, c'est que lors de la dernière campagne des élections législatives, on ne les a jamais entendus dire que la France était dans une situation budgétaire particulièrement compliquée. Au contraire, ils ont caché cette réalité et c'est ensuite qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme. Une fois que, par des manœuvres un peu curieuses, ils ont réussi et le ministre à des Affaires garder le étrangères, pouvoir en ayant été battus. Mais donc cette contradiction-là, les Français l'ont en tête aussi. Et c'est aujourd'hui celle-là qu'ils ont rendu compte de ce budget. François Bayrou qui est en train de quitter à l'instant Matignon, Marie Chantrel, François Bayrou qui quitte Matignon, qui va retrouver ses ministres, et on voit qu'il y a vraiment le gouvernement dans sa totalité qui l'attend déjà du côté de l'immeuble de Ségur. Oui, qui ne sont pas directement concernés par ces annonces budgétaires, même si tous les ministères ont été appelés dans leur ensemble à faire des économies. Ça fera d'ailleurs, je me permets de le rappeler, mais partie du message qui va être passé aujourd'hui par le Premier ministre. Les Français, oui, doivent faire des efforts le plus justes possible. Ça, c'est de la pédagogie. Pour le moment, il a du mal à convaincre. Mais l'État sera aussi mis à contribution. Vous parliez du Premier ministre, il le dit, hein, je sais que je suis minoritaire. C'est un constat, il ne faut pas être très bon en mathématiques pour arriver à ce constat et à cette pensée. Aujourd'hui, il a besoin d'une majorité de Français et c'est son autre Himalaya, tenter de convaincre et d'arrimer la population. Et on va justement retourner du côté de l'avenue de Ségur, à l'intérieur du bâtiment. Neila Latrousse, Guillaume Darès, vous êtes sur place. On a vu le Premier ministre, le convoi du Premier ministre qui est en train d'arriver vers vous. Il va retrouver ses ministres qu'il va informer des annonces qu'il s'apprête à faire. Effectivement, les ministres, les conseillers qui sont en train d'arriver, certains nous disaient qu'ils sont rentrés, je disais familièrement, fissades en vacances parce que ce n'était pas prévu récemment. Au centre des préoccupations, on disait effectivement cette question des jours fériés, largement la question de travailler, de produire plus, ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'est ce qu'a redit François Bayrou. C'est là où aussi les Français ont quand même le sentiment qu'ils travaillent assez. Et là, comment on fait passer l'idée qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, travailler 14 heures de plus pour pas forcément gagner plus?
Alors il y avait deux pistes qui étaient évoquées par l'entourage de François Bayrou, soit celle de rester effectivement très ferme sur la question des jours fériés, en essayant de négocier les jours qui pourraient être supprimés, mais on voit que l'idée même de supprimer les jours fériés reste massivement rejetée par les Français et qu'en réalité, y compris lorsque l'on les interroge sur d'autres dates que le lundi de Pâques ou le 8 mai, a priori le principe même est rejeté par l'opinion publique française, mais François Bayrou peut se parer du courage en politique et il a eu l'occasion, lorsqu'il a été notamment candidat aux précédentes présidentielles, de dire qu'il était le candidat du courage sur la vérité de la dette, sur la vérité de l'état des finances publiques, et donc se frayer un chemin qui ressemblerait en réalité plutôt à une impasse, puisqu'il se traduirait de toute façon avec un rejet de l'opinion publique par une censure des parlementaires qui, en règle générale, gardent eux aussi le nez sur les enquêtes d'opinion. L'autre option, c'est de garder le principe de jour férié, c'est 14 heures de travail, de voir est-ce que ces 14 heures peuvent être dispatchées ailleurs, dans les semaines, éventuellement en rallongeant la durée de travail, éventuellement en faisant en sorte que 14 heures supplémentaires, d'une façon ou d'une autre, puissent être reversées au budget de l'État, puisqu'il s'agit de 14 heures par ailleurs, c'est 2 jours fériés qui seraient reversés à l'État, c'est pas reversé aux salariés, hein. C'est bien ça le principe, c'est 2 jours fériés en moins, mais le salarié ne toucherait pas de salaire en moins. On dit que François Bayrou est en train d'ailleurs d'arriver dans ce bâtiment ici même, de Ségur, et qui va retrouver ses ministres effectivement qui sont quasiment tous installés déjà derrière. Il contraste sans aucun doute beaucoup sur Éric Lombard, le ministre qui est en charge de l'économie. On sait qu'il vient plutôt de la gauche. C'est quelqu'un qui avait été au cœur des négociations début janvier avec le PS et Olivier Faure notamment pour éviter la censure du Parti Socialiste. Clairement, il va essayer de jouer toutes les cartes, comme on dit, il appelle, il sait faire avec ses conseillers, aussi bien à droite qu'au Rassemblement National, ou encore chez les socialistes, la France Insoumise, c'est clair, ils ont dit on censure quoi qu'il arrive. Merci beaucoup à vous, Guillaume et Neila. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette édition spéciale convoi. Ces convois qui continuent à arriver. François Bayrou, vous l'avez vu en direct, le Premier ministre qui est désormais à l'intérieur. Et il va donc réunir ses ministres, ce gouvernement élargi, finalement, le gouvernement quasiment complet, qui est sur place, alors qu'on aperçoit Naoufel El-Kawafi, notre journaliste. Éléonore Carrois est arrivée. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes députée Ensemble pour la République des Français établis hors de France. On le disait tout à l'heure, plusieurs ministres n'étaient pas au courant. François Bayrou semble avoir pris cette décision avec le président de la République de tenir cette conférence de presse. Certains sont revenus d'ailleurs précipitamment de vacances. Ça vous a surpris qu'ils prennent cette décision dès la rentrée de faire cette grande conférence à vos risques? Non, je pense que cette année, la rentrée est un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il y a la France Insoumise qui jette de l'huile sur le feu sur une manifestation qui à l'origine était une manifestation citoyenne, parce que vous avez des oppositions comme le Rassemblement National qui dit on censurera peut-être, peut-être pas, avant même que les débats parlementaires n'aient repris. Et je pense que le Premier ministre, dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à présent, va s'adresser aux Français, va fixer le cap, expliquer les propositions qu'il a fait dans son budget et surtout, je l'espère, inviter au dialogue, au compromis, au débat parlementaire qui devrait commencer dans quelques jours. Expliquer les propositions, mais il l'a fait déjà très longuement. On l'avait suivi ensemble en direct, 1h30, très détaillée, très pédagogique avec des infographies, des schémas. Il va refaire la même chose aujourd'hui? Il l'a fait avant l'été. Et il l'a fait avant que nous soyons dans ce contexte de surenchère, d'exploitation justement du mécontentement des Français. Donc je pense qu'il doit le refaire, que de toute façon il a raison de s'exprimer et d'expliquer les propositions qu'il fait. Et puis je pense qu'il doit continuer à le faire tout au long du débat budgétaire. Parce que j'espère que nous pourrons débattre de ce budget à l'Assemblée et que nous n'allons pas nous retrouver dans la situation que souhaite Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire avec un pays bloqué, paralysé, la proie à des ingérences aussi étrangères, la proie à un affaiblissement de notre souveraineté et puis un désastre politique qui ne mènerait à rien de bon. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces 2 jours supprimés qui font beaucoup réagir les Français? Je pense qu'on parle beaucoup de ces 2 jours supprimés parce que c'est quelque chose qu'on conçoit tous. On a peut-être déjà certains des plans pour ce qu'on va faire pendant ces jours fériés. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution phare. En tout cas, déjà, ça ne rapporterait que 10% des économies qui sont demandées. Ensuite, je pense qu'en France, on est dans la moyenne des jours fériés européens, dans la moyenne des jours fériés, et qu'il faut au contraire s'attaquer à la question du travail, qu'il faut qu'on soit plus nombreux à travailler, plus nombreux à payer des impôts et plus nombreux à soutenir l'effort national. Donc il aurait raison de
reculer là-dessus, sur la suppression de ces 2 jours fériés? On parle de reculer comme si finalement lui il avait des idées fixes, des points arrêtés. Il a fait des propositions, un budget qui est équilibré avec d'ailleurs certaines hausses d'impôts avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, avec d'ailleurs certains éléments avec l'année blanche, etc. Et ça, tout ça se tient et on arrive à ce chiffre 43,8 milliards d'économie qu'il n'a pas sorti de son chapeau. Hein, parce que pourquoi cette économie? C'est parce qu'il veut réduire le déficit public, le ramener à 4,8% du PIB et nous permettre de continuer à être souverain, continuer d'investir dans l'écologie, dans la défense, dans les domaines dans lesquels on ne peut pas se permettre de ne pas investir. Voilà. Donc aujourd'hui, le fait de dire, moi je vous ai proposé cette formule, si cette formule ne vous convient pas, on va débattre à l'Assemblée nationale, on va proposer une autre formule, mais on va garder ce cap de réduction de la dépense publique et d'économie, je pense qu'il est tout à fait prêt à avoir ce dialogue-là. Ce sont des symboles, mais ils sont importants. Gaëtan, s'il recule, j'utilise encore ce terme parce que c'est l'annonce qu'il avait faite, ça peut tout de même faire bouger les lignes. Oui, il y a eu beaucoup de flou autour de ces 2 jours fériés supprimés, notamment sur la rémunération ou pas de ces 2 jours fériés. Et finalement, c'est peut-être sur cette question qu'il pourrait revenir, c'est-à-dire de dire, eh bien, au final, demandons aux organisations syndicales et patronales de négocier sur ce point très précisément et permettre finalement aux salariés qui le souhaitent, eh bien, de travailler ces jours fériés, mais surtout d'être rémunérés. Parce que, rappelons-le, pourquoi aujourd'hui ces 2 jours cristallisent autant dans le pays? C'est tout simplement parce que travailler 2 jours supplémentaires, ça va augmenter l'entreprise, ça va augmenter les Ah, moi j'ai rien foutu. de- Désolé les gars, il y a des bruits bizarres, mais ça c'est mon pote. Le seul perdant dans C'est l'histoire, Under, eh bien, tu vois. c'est le salarié. En revanche, si on rémunère, c'est-à-dire si on apporte un pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, de toute façon c'est gagnant-gagnant parce que vous aurez une production qui augmentera, vous aurez des cotisations qui augmenteront, vous aurez aussi l'impôt qui augmentera parce que forcément comme il y a un salaire supplémentaire, ce sont des impôts supplémentaires et il y aura un pouvoir d'achat qui augmentera parce que cette question essentielle, elle est vraiment importante. Le pouvoir d'achat, on le rappelle, pendant le Covid, pendant la guerre en Ukraine, pendant la période d'hyperinflation, eh bien, c'était vraiment l'essentiel aujourd'hui des Français, c'est-à-dire cette question du pouvoir d'achat, pouvoir vivre de son travail. Et on se souvient aussi qu'Emmanuel Macron en avait fait un élément essentiel de sa communication, c'est-à-dire pouvoir vivre dignement de son travail. Alors que si vous nous rejoignez et vous voyez ces images en direct de l'immeuble de Ségur où François Bayrou va s'exprimer dans une bonne vingtaine de minutes maintenant et il est en train en ce moment, en tout cas il devrait avoir débuté une réunion avec ses Tu fais le ministres, charbon ou pas? les ministres, Ou on le fera un autre tous les jour le ministres truc, du le gouvernement, jeu. Loïc Besson, cette réunion avec les ministres, il s'agit de leur annoncer finalement les grandes lignes de ce qu'il va dire aux Français. Oui, parce que certains ont dû rentrer précipitamment, soit de leur congé, soit de déplacements qu'ils avaient prévus, soit même parfois de rencontres importantes. La ministre du Travail et de la Santé, donc pas des moindres, devait par exemple rencontrer cet après-midi des représentants du socle commun, justement pour parler du budget, parce que ça permet de préciser que cette conférence de presse, elle a vraiment été organisée à la va-vite. Toutes les équipes de Matignon se sont activées pour la rendre concrète. Mais elle a quelle heure la conférence? Parce que si elle est à 16h, je vais On l'a pas. compris de son dîner jeudi soir au fond de Besançon avec le président de la République. Bah moi je Qui a regarde aussi Bayrou. voulu sauter sur le calendrier parce qu'en effet, chacun fait sa rentrée, en particulier Ah non, à je regarde gauche, Bayrou. en se Si c'est à 16h, je précipitant regarde sur ce Bayrou. mouvement qui appelle à Si tout c'est à bloquer le 18h, 10 je regarde pas. septembre. Et François Bayrou veut aussi jouer le duel, la confrontation avec Jean-Luc C'est à Mélenchon 16h qui est en normalement. première ligne de la Oui, mais tu peux très bien pour l'instant. regarder Et plus s'il tard. fait ça, François Non. Bayrou, c'est Ah parce qu'il non. parle évidemment de ses Ne oppositions commencez qui, par pas. définition, sont contre son budget, que ce soit Je l'ai au dit. Rassemblement national, Déjà, que me ce suis soit organisé. à gauche. C'est Voilà. une bonne guerre. Si Mais ça si continue, François ça va Bayrou est chier. aujourd'hui obligé de jouer le duel, la confrontation avec Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que Donc dans je regarde mon événement son Bayrou. socle commun, en Et si vous réalité, n'êtes pas il y a content, très peu de soutien. ben je m'en fous. Vous dites que pareil, vous ne voulez pas de C'est censure, ça. que vous voulez que le budget soit adopté, mais enfin, vous êtes contre sa proposition de travailler les jours fériés, vous êtes contre sur son idée de faire des économies aussi sur les retraités. En réalité, vous ne l'affichez pas clairement, mais vous le soutenez C'est pas. quoi? François Bayrou, c'est aussi ça la difficulté. Attends, je Il a cherche un des truc. ennemis et La il a lumière, pas lumière. d'amis. Dans son propre camp, Désolé les gars si on parle, mais Parce voilà. qu'il faut qu'on sorte de la logique à laquelle on est habitué. C'est pas simple, on est dans la 5e République depuis des décennies et il faut qu'on réalise qu'on est dans le contexte d'un gouvernement de coalition. Les membres du gouvernement entre eux, ils ont des avis très divergents sur un certain nombre de sujets, ils s'en cachent pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à les entendre sur les plateaux télé. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça dans énormément de pays, dans les pays dans lesquels on a cette habitude de créer des compromis. Aujourd'hui, il nous a fait une proposition. Et je pense que le Premier ministre se rend bien compte que son budget en l'état
l'État tel qu'il est, il n'a pas le soutien des différents membres de l'Assemblée à 100%. On n'est pas dans... Enfin, plus qu'à 100%. En l'État, il passe pas. Là. Si on entend les socialistes aujourd'hui... Non, mais là, on est dans une situation quand même particulièrement complexe parce que les Français, dans leur immense majorité, sont contre les mesures dont François Bayrou a parlé dans sa précédente conférence de presse. J'espère pour lui qu'il a regardé de très près les différents reportages qu'on a passés aujourd'hui sur BFM, où c'est accablant. Strasbourg, qui n'est pas une ville d'extrême gauche. La musique, non. Les Hauts-de-Seine qui sont pas Là, non il y plus a de la d'extrême musique gauche. quelque part. L'ensemble des Français qui ont témoigné sont contre. Bon, voilà. Ensuite, s'il répète au cours, s'il fait la même C'est conférence de connecté à la presse barre de son. que la précédente, alors là, c'est la cata. Là, c'est la vraie cata. Il faut absolument qu'il sorte cet après-midi du piège dans lequel il est enfermé pour l'instant parce qu'il T'inquiète, il y a un petit là qui nous embête un peu, mais t'inquiète. Donc ça Je devient le gère, celui-là. réellement compliqué. Est-ce qu'il y a un chemin pour François Bayrou, Olivier Babot? Oui, alors, Du coup, j'ai envie de jouer au PC, tu peux. parce que le mystère est entier, il est complet, et visiblement même les ministres Bah, tu joues en écoutant de la musique. Nous avons envoyé des textos, on n'a pas d'infos. Bon. Donc on saura, ça va être intéressant. Si c'est pour faire de la pédagogie, je trouve qu'elle est assez bien faite depuis longtemps par François Bayrou, peut-être parce qu'il a été commissaire au plan. Donc la pédagogie, elle est bien faite. Est-ce qu'elle suffit? Vraisemblablement pas. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir y avoir? Vous êtes obligé de faire des Ah, il va efforts prendre la réels. parole. Est-ce Bon, que les ça gars, a des efforts Bayrou va sur prendre les la dépenses de parole. l'État? Hein. Je crois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les efforts sur les dépenses de l'État, c'est Alors perçu qu'on comme voit, pardon, hein, je commande juste l'image. Ça y est, on a eu l'autorisation de rentrer. Les caméras sont à l'intérieur. Voilà, Bah oui. ça se précise. C'est de là que François Bayrou va s'exprimer dans une vingtaine de minutes. Je vous laisse poursuivre, Olivier Babot. Les efforts sur l'État, c'est perçu comme des efforts des Français. Donc, Tu veux un ça café? marche pas tellement dans l'opinion, ça n'apporte pas de points, au contraire, ça en enlève. Peut-être des annonces précises sur les riches, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils essayent de trouver un moyen d'arriver à essayer de mieux imposer les 0,1% des plus riches. Mais en réalité, ça va pas apporter grand-chose, mais c'est surtout un symbole. Et puis surtout, je crois qu'ils se sont aperçus qu'il y avait eu quelque chose de très mauvais dans le message qui avait été apporté par les 2 jours fériés. Pourquoi? Parce que le risque, c'est un ras-le-bol salarial. C'est pas un ras-le-bol fiscal, c'est un ras-le-bol salarial. Les salariés sont aujourd'hui ceux qui portent toute la protection sociale. C'est bien le problème. Ils cotisent 28% de leur salaire brut pour des salaires, pour la retraite qu'ils n'auront pas nécessairement du fait du déséquilibre démographique. Ils payent tous les impôts et donc c'était un message qui était à contre-temps. Le bon message, c'est vous allez pouvoir travailler plus, gagner plus, produire plus de richesses. Il faut que plus de gens travaillent. Donc c'est probablement là qu'il y a un ajustement majeur à faire. Ce qui rapporte de l'argent, je ne suis pas sûr. Alors vous voyez ces images en direct à l'intérieur de la salle où va s'exprimer François Bayrou. On vous retrouve Naoufel El Kawafi sur place à Ségur. Est-ce que désormais tous les ministres sont arrivés? Je regarde derrière parce qu'il manque actuellement Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui était en déplacement aux Antilles et qui, nous dit-on, a quelques minutes de retard. Sinon, l'ensemble des ministres est bel et bien présent depuis plusieurs minutes, une trentaine au total, et qui sont d'ores et déjà au travail à l'intérieur pour cette réunion depuis 15h30 avec le Premier ministre François Bayrou. Le Premier ministre qui est en train de leur dévoiler les contours de cette conférence de presse, sûrement ce qu'il va dire, ce qu'il va dévoiler, conférence de presse qui aura lieu donc à partir de 16h. Et puis, ça c'est pour la forme. Le fond, il y a toujours cette interrogation, toute la question en tout cas que l'on se pose depuis plusieurs heures maintenant. Que va dire le Premier ministre? Est-ce qu'il va faire des annonces? Son entourage en tout cas nous parle d'un moment important avec plusieurs mesures qui pourraient être faites. Est-ce qu'il y aura des concessions, notamment concernant cette fameuse proposition qu'il avait faite mi-juillet, vous savez, la suppression de 2 jours fériés ô combien populaire? Est-ce qu'il va rétro-pédaler? Est-ce qu'il va revenir en arrière? C'est toute l'interrogation de cette conférence de presse. Moment donc décisif pour François Bayrou parce qu'il est face à la menace de censure qui est de plus en plus importante de part et d'autre de l'échiquier politique. Et puis la colère des Français de plus en plus grandissante. On vous parle depuis quelques heures de cette mobilisation le 10 septembre prochain. Un appel à bloquer tout le pays qui prend de plus en plus d'ampleur. Moment de vérité, tout pourrait se jouer pour le Premier ministre qui sera donc face aux journalistes. Conférence de presse à partir de 16h, prise de parole d'environ une trentaine de minutes et puis il répondra aux questions des journalistes. Merci beaucoup Naoufel El Kawafi en direct de Ségur. On va vivre ce nouveau moment de vérité, cette conférence de presse à haut risque avec tous nos envoyés spéciaux déployés sur le terrain, dans les rues de Paris, du côté de l'Assemblée. Et puis bien sûr aussi à l'intérieur de ce bâtiment. Neila Latrousse, Guillaume Darret, vous allez pouvoir poser des questions d'ailleurs au Premier ministre à l'issue de cette conférence de presse. Neila Latrousse, Guillaume Darret, on attend de voir s'il y aura des annonces de François Bayrou, des annonces concrètes pour convaincre les Français.
Oui, parce que effectivement, on s'était quitté sur des zones de clair, des zones de flou. Les zones de clair, c'était un Premier ministre qui voulait remettre la France sur les rails d'un point de vue de son endettement public, qui voulait aussi remettre la France sur les rails en produisant plus. Il disait on a un double problème en France, la fiscalité, le déficit, et par ailleurs cette question de la production. Et puis il y avait des zones de flou autour des jours fériés, puisqu'il avait ouvert le débat à ce que d'autres dates puissent être choisies que le lundi de Pâques et le 8 mai, il semblait ouvrir la voie aussi à d'autres discussions sur un volume d'heures travaillées en plus. Il avait fait un certain nombre d'annonces aussi sur des suppressions de postes, il avait fait des annonces sur le désengagement de l'État d'un certain nombre de ses participations, pour revendre des actions que l'État possède dans des entreprises. Maintenant, il y a sur quoi il peut reculer ou sur quoi il peut tendre la main, Guillaume, et puis il y a aussi le calendrier. On sait que Michel Barnier, son prédécesseur, s'était posé cette question. Est-ce qu'il faut céder très rapidement des choses pour s'assurer d'un débat parlementaire de qualité, ou est-ce qu'il faut céder tard, au risque que ce soit trop tard? Sachant que le débat parlementaire ne reprendra que dans quasiment un mois. Effectivement, la session parlementaire, d'ici là, il y aura la mobilisation du 10 septembre. Donc déjà, même par rapport à la mobilisation, est-ce qu'il faut céder 10 aujourd'hui? Si le Premier ministre cède certaines choses, je ne sais pas, les jours fériés ou autre chose, et qu'il y a des centaines de milliers de personnes encore dans la rue le 10 septembre, ou que le pays est bloqué, et les Français lui diront il faut en céder encore davantage, est-ce qu'il ne faut pas attendre ce moment pour le faire? François Bayrou, on sait que c'est quand même un fin politique qui est adapte aussi de la gestion du calendrier. On a vu ce qu'il a fait, par exemple sur le conclave, même si ça n'a pas abouti, ça lui a permis de gagner du temps, notamment avec les socialistes. Donc il avait dit qu'il donnait 2 mois, qu'il fallait réfléchir, effectivement. Là, il lui reste encore un bon mois avant la reprise de la session parlementaire pour échanger avec les différents groupes parlementaires, ce qu'on doit faire les ministres, avec les syndicats. Donc la question, effectivement, c'est celle du calendrier. Moi, j'y vois plutôt aujourd'hui une forme d'engagement personnel de sa part, ce qu'on le disait. Peut-être on le disait sur une forme institutionnelle. Est-ce qu'il va dire qu'à un moment, rapidement, dans la session parlementaire, il engagera sa responsabilité pour dramatiser la situation? On sait que c'est aujourd'hui aussi... Et depuis longtemps, cette question de la lutte contre la dette, François Bayrou, un élément constitutif de sa personnalité politique. J'entendais tout à l'heure en plateau des personnes qui faisaient référence à Pierre Mendès France. C'est vrai que certains, dans son entourage, évoquent le fait que peut-être François Bayrou préférera partir plutôt que d'être renversé si son plan, effectivement, ne peut pas être adopté. Il a 2 rendez-vous importants à son agenda, aussi le MEDEF. Je fais ça vivre en direct sur BFM TV, les gars. Est-ce que de ce dialogue, Bien ce que vous en pensez. de nouvelles concessions, de nouvelles évolutions budgétaires, ou est-ce qu'il est plutôt question de dire des choses aujourd'hui et d'aller les expliquer devant les uns et les autres? On a vu qu'avec la CFDT, j'allais sur la terrasse, sur la question du conclave, mais ça ne s'était pas Le matin est bizarre, non? Sur la question du MEDEF, on voit bien que ces derniers jours, le MEDEF l'a redit à nouveau. sur Ça la leur va terrasse. très bien, Neila, parce Fais que ta vie, estime que les entreprises ne sont pas trop sollicitées et surtout, elles ne souhaitent pas, ces entreprises, l'être davantage. Donc, le MEDEF, pour l'instant, est un petit peu prudent suite à la conférence, avant la conférence de cet après-midi. Il ne veut certainement pas qu'il y ait d'autres taxes, c'est ce qu'il a dit. C'est l'un des éléments, on sait aussi, auquel tient particulièrement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a dit depuis 7 ans, j'ai fait cette politique, on dit politique de l'offre, en faveur des entreprises, pas de hausse d'impôts. Officiellement, on continue comme ça, même si en coulisses, ou en réalité, quand on sait qu'il y a une année dont on dit année blanche, c'est-à-dire que par exemple, notre impôt, votre impôt sur le revenu pour ceux qui en payent, le barème ne sera pas réévalué l'an prochain, c'est une forme d'augmentation d'impôts. Le président de la République avait jugé courageux ce plan de François Bayrou, qui prendra la parole dans un peu moins de 20 minutes désormais. Merci beaucoup à tous les deux, Neila et Guillaume Daret. Alors qu'on va aller faire un tour à l'intérieur de la salle. C'est Hugo Capelli, vous êtes sur place. Vous voyez les premiers invités qui sont arrivés, les ministres également, la quasi-totalité du gouvernement finalement qui est sur place. Oui, exactement. Les ministres, le gouvernement, tout le monde est bien arrivé sur place dans une salle à côté. Évidemment, pas dans cette salle de conférence de presse. Donc François Bayrou est attendu dans quelques instants. Voici les coulisses auxquelles vous assistez. François Bayrou qui viendra tout à l'heure sur ce pupitre que vous voyez juste ici installé. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de slogan derrière lui, contrairement lors des précédentes conférences de presse sur le budget. Là, cette fois-ci, c'est très sobre, très simple, avec uniquement le drapeau de la République française, le drapeau de l'Europe. On voit tout de même qu'il y a 2 prompteurs qui ont été mis. Ça veut dire que François Bayrou va suivre le discours qu'il a écrit. Il n'y aura pas d'improvisation. Cette fois-ci, on sait que le moment est important. Pour l'explication de la salle, c'est assez simple. Vous avez d'abord derrière les journalistes qui sont assis. Ensuite, vous avez plusieurs conseillers gouvernementaux. Et dans les premiers rangs, ce seront donc les différents ministres qui vont s'installer, qui vont écouter cette conférence de presse de François Bayrou. François Bayrou qui sera en solo sur scène, si je puis dire. Il n'y aura pas de prise de parole de ministre comme ce fut le cas lors de précédentes conférences de presse. Ce sera uniquement lui qui répondra aux questions
notamment des journalistes, et qui tendra de convaincre les Français sur le plan d'économie qu'il a présenté. Vous voyez, tout se met en place, la salle se remplit au fur et à mesure. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde, plus de 100 journalistes accrédités pour cet événement, cette rentrée politique très attendue du Premier ministre. Merci beaucoup à vous, Hugo Capelli, dans les coulisses de cette conférence de presse qui va démarrer dans une bonne dizaine de minutes, dans un quart d'heure sans doute. Merci beaucoup, Hugo. Maurice Safran, on le disait, François Bayrou va s'exprimer seul. Cette fois, il n'y aura pas de prise de parole du ministre de l'économie et des finances, de celle du travail. Pour quelle raison il décide cette fois de s'exprimer tout seul, à votre avis? Parce qu'il sait qu'il joue sa peau. Il joue sa peau aujourd'hui, il joue sa peau pour les semaines à venir. Est-ce qu'effectivement il va tendre la flèche jusqu'au bout et sortir sur ce dossier? C'est pas ses conseillers qui en parlent, c'est lui qui en parle. Tous ceux qui l'ont rencontré depuis le mois de juillet, tous ceux qui l'ont rencontré, tous les journalistes qui l'ont rencontré, j'en fais partie en l'occurrence, c'est lui qui parle de Pierre Mendès France. C'est lui qui explique qu'il est peut-être nécessaire pour la France qu'il sorte comme Pierre Mendès France, quelques mois seulement au pouvoir. Vous voulez dire que ça pourrait être un baroud d'honneur en quelque sorte? Ça peut être aussi un baroud d'honneur. Et puis il y a l'autre François Bayrou, c'est ça. Il est pris entre deux feux, entre deux François Bayrou. L'autre François Bayrou qui est une bête politique et qui aimerait bien rester à l'hôtel Matignon jusqu'à la prochaine présidentielle. Lequel des deux va prendre le pas sur l'autre? On va le savoir dans quelques minutes maintenant. Lequel vous voulez voir, Éléonore Corroy? Moi, pour l'instant, je vois un Premier ministre qui considère qu'il doit reprendre la main et réexpliquer ce qu'il a déjà expliqué en juillet, qui doit peut-être donner des précisions, qui doit montrer, si besoin était-ce, qu'il fait des concessions, qu'il est prêt à dialoguer. Il n'arrête pas de le dire, de le répéter, qu'il est prêt à faire des compromis, qu'il est prêt à dialoguer. Pourtant, on lui reproche son budget qui, encore une fois, n'est qu'une proposition. Donc moi, j'espère avoir des explications et j'espère surtout qu'il réussira à rassurer les Français, mais aussi les parlementaires qui devraient venir travailler plutôt que d'attiser cette colère. Est-ce qu'il pourrait rééquilibrer, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu cet après-midi, est-ce qu'il doit rééquilibrer en quelque sorte cette proposition de budget en montrant qu'il n'y a pas que les Français qui vont devoir faire un effort, que les entreprises, les plus riches, les plus revenus vont aussi être mis à contribution? Peut-être qu'il doit faire cet effort de pédagogie. Vous avez dit, il a été très bon pédagogue jusqu'à présent, mais peut-être doit-il encore expliquer que dans ce budget, il n'y a pas que la suppression des 2 jours fériés, que d'ailleurs cette idée n'est qu'une proposition, que ce budget a vocation à être présenté au Parlement et ensuite débattu. Peut-être que tout cela, il faut le rappeler encore et encore pour lui permettre justement d'arriver à ce moment qu'on attend, qui est le moment du débat parlementaire. Et puis, il faut aussi qu'il explique que ce qu'il ne peut pas changer, ce qui est vraiment un impératif, c'est de réduire notre dette, c'est de réduire notre déficit. Et là, vous avez des parlementaires qui ne sont pas convaincus. Vous avez dans les oppositions des personnes qui pensent qu'on peut continuer à dépenser beaucoup plus que ce que l'on produit, continuer à devenir de plus en plus vulnérable sur le plan international, beaucoup plus dépendant de nos créanciers. Et je pense que là, il y a quand même une majorité de parlementaires qui peuvent l'entendre, se mettre d'accord, ne serait-ce que sur l'objectif, même s'ils ne sont pas d'accord, sur les arbitrages à faire. Alors on voit que la salle qui se remplit, la salle de cet immeuble de Ségur, où ça va démarrer dans une dizaine de minutes maintenant. Loïc Besson, il ne peut pas se contenter de faire de la pédagogie uniquement aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il déçoive. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de suspense qui est maintenu jusqu'au bout. Ouais. Il doit faire des annonces concrètes. Il doit faire des annonces concrètes, sinon ça lui serait évidemment reproché, parce que comme vous l'avez dit, il s'est déjà exprimé longuement sur le budget. Ça n'a pas suffi manifestement à convaincre. Je ne suis pas certain que François Bayrou soit du genre à baisser les bras aujourd'hui. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Pour le budget, pour le 10 septembre, est-ce qu'il faut mettre la censure? Disez-moi si vous êtes pour la censure ou contre dans les commentaires. Voilà, dis-moi tout ça. Dès à présent sur le budget, sur est-ce que François Bayrou va jeter l'éponge, sur est-ce qu'il sera censuré, est-ce que le budget passera, c'est parce qu'il sait qu'il lui reste encore 2 mois pour potentiellement convaincre avant même le début de l'examen à l'Assemblée nationale. Je disais, je suis pas sûr qu'il soit du genre à baisser les bras aujourd'hui, en tout cas parce que l'un de ses proches, et il n'y en a pas beaucoup, qui sont avec lui depuis 24 heures, a préparé justement cette conférence de presse, qui est parmi ceux qu'il a fait revenir à la hâte à Paris, me disait ceci: il ne faut pas prendre Bayrou pour sa caricature, certains s'attendent à ce qu'il répète la même chose en attendant la mort, il va tout entreprendre pour faire bouger les lignes. On attend de voir ce que va être cette entreprise donc aujourd'hui. En tout cas, on nous a vendu quand même quelque chose d'important, au moins une chose qui pourrait être annoncée aujourd'hui.
et pas seulement un recul sur ces fameux jours fériés. Ça serait trop peu parce que, ok, je recule sur le jour férié, mais qu'est-ce que je propose en alternative? C'est pas le genre du Premier ministre, c'est plutôt ce qu'il reproche en général à ses opposants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aujourd'hui sa lecture de l'urgence. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait urgence, vous l'avez dit, à faire une conférence de presse. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon avait pris le lead de cette rentrée très tôt, en expliquant qu'on allait vers la censure, que c'était inéluctable. En fait, là, on va voir déjà quelle importance il accorde à ce phénomène dont on ne connaît pas grand-chose, le fameux bloc tout du 10 septembre. Je rappelle qu'avant la crise des Gilets jaunes, on avait une pétition qui avait été signée par 200 000 personnes contre l'augmentation du prix des carburants. Là, si on regarde, c'est des groupes Facebook de 8 000 personnes. On n'est pas du tout dans le même ratio pour remettre les choses dans le bon ordre. Et avec un mot d'ordre qui est peu clair, c'est pas juste tout sur les ronds-points comme c'était pour les Gilets jaunes. Donc ça, c'est le premier barrage, première haie en tout cas, on verra si c'est un barrage ou pas. Et ensuite, il y a la question de la motion de censure, mais finalement, cette motion de censure qui va être déposée dès la reprise des travaux parlementaires par la France Insoumise, pour l'instant, elle n'est pas signée, elle n'est pas votée par le Rassemblement national. Donc, pour l'instant, il peut passer, effectivement, je vous rejoins, il a du temps devant lui, le Premier ministre. Alors, il y a toujours l'urgence médiatique. Là, l'intérêt, ça va être de voir comment il arrive à conjuguer à la fois, il faut une réponse médiatique à Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, il faut se mettre dans la place du Premier ministre qui a un peu de temps devant lui. Et comment il peut, un petit peu. Et pour éviter la censure, il faut qu'il parle notamment aux socialistes. On sait que c'est eux qui avaient déjà fait un geste dans sa direction. Qu'est-ce qu'il peut annoncer aujourd'hui pour plaire aux socialistes? Ce qui est étrange, c'est depuis la nomination de Sambérou, quand il a été nommé, on a dit « Ah, c'est voilà le Premier ministre qui peut discuter, négocier avec les socialistes. » C'est un démocrate chrétien, il est relativement proche. Et c'est avec eux que ça se passe le moins bien depuis le premier jour. On a l'impression qu'il y a un conflit de plus en plus aigu entre François Bayrou et les socialistes. Il les a tapés à l'Assemblée nationale. Personne n'a compris encore pour quelle raison. Et encore ce matin, François Hollande, qui est le plus modéré des modérés chez les socialistes, disait qu'il était contre la censure, mais dans le contexte actuel, il n'avait pas vraiment le choix. Donc il faut vraiment qu'il ait des gestes et des propos cet après-midi qui parlent à ces socialistes. Sur les pistes, justement, on en parlait avec vous tout à l'heure, Gaëtan Mella, on évoque la question de ces jours fériés, évidemment, qui ont cannibalisé, si je puis dire, le débat. Sur quelle piste il part, François Bayrou? Sur quoi il pourrait insister? Ça va être très compliqué, mais effectivement, l'un des reproches qui a été fait après cette conférence de presse du 15 juillet, c'est que finalement, les efforts étaient portés surtout par les actifs, les retraités, les fonctionnaires, et peu finalement par les entreprises. Donc François Bayrou a eu beau expliquer que le débat était ouvert, que ça ferait partie des négociations avec les groupes parlementaires et que tout ceci ferait l'objet de discussions à l'Assemblée nationale. Il n'a pas donné véritablement de pistes très très fortes, de propositions très fortes pour mettre à contribution ces entreprises. Donc on verra s'il va jusqu'au bout, si aussi du côté des plus fortunés il y a quelque chose de véritablement concret. Mais encore une fois, il faut qu'il fasse preuve de pédagogie, c'est-à-dire qu'il arrive à convaincre les Français de la nécessité de faire des efforts. Pourquoi la France aujourd'hui est acculée par les marchés financiers? La France est acculée par une dette qui est juste colossale et qu'aujourd'hui, eh bien, les Français, quels qu'ils soient, doivent tous faire des efforts pour éviter et finalement eh bien, de devoir en faire beaucoup plus d'ici quelques années. C'est un peu comme, vous savez, lors de la négociation sur les retraites, le conclave, le fameux conclave dont on a parlé, on avait expliqué que si les organisations syndicales arrivaient à se mettre d'accord, eh bien les parlementaires n'auraient pas d'autre choix que de ratifier les propositions faites par les organisations syndicales. Bah, finalement, là, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire que si François Bayrou arrive à convaincre les Français de la nécessité et de l'importance de ces efforts, et bien derrière, les groupes parlementaires n'auront pas d'autre choix que de suivre ces Français. Le problème, c'est que vraiment, là, il en est très très loin. Oui, c'est ce que j'allais dire, il en est très loin. Si on en croit les sondages, on est des Français qui y sont opposés. Mais encore une fois, les Français ne sont pas complètement stupides. Et si on leur explique les choses, eh bien peut-être qu'ils peuvent justement
basculer du côté de François Bayrou. Tout est prêt en tous les cas du côté de l'avenue de Ségur, puisqu'on voit cette salle, vous la voyez en direct, cette salle où François Bayrou va venir prendre la parole. Le suspense est maintenu jusqu'au bout. Neila Latrousse, Guillaume Darey, vous êtes dans la cour de cet immeuble. Vous avez vu, tous les ministres sont arrivés. On a vu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le dernier arrivé. Tout est prêt. Il est en train d'expliquer en ce moment aux ministres, d'informer les ministres sur les annonces qu'il pourrait faire d'ici quelques minutes. Les annonces, effectivement, les enjeux majeurs, on le disait, de ces derniers jours. Certains disent que c'est la première et peut-être la dernière rentrée de François Bayrou. Lui a un avis tout à fait différent. C'est quoi les enjeux principaux, là? Alors, il a deux enjeux, François Bayrou. Il a d'abord faire des annonces qui montrent qu'il a entendu cette colère populaire, qu'il a vu ce qui se disait dans les sondages, qu'il a effectivement pris la mesure de ce mécontentement qui s'exprimait par des Français qui ont continué de lui écrire pendant tout l'été, et que ce qu'il propose aujourd'hui, ce n'est pas un recul, mais des avancées. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que s'il donne le sentiment de reculer trop vite, eh ben, c'est être en proie finalement à toutes les demandes à venir des oppositions, et on sait qu'en la matière, dans les postures de négociation, il faut rarement céder trop vite. Et puis le deuxième enjeu, c'est de démontrer qu'il ne répond pas simplement à l'urgence, mais qu'il y répond par des mesures de justice sociale et fiscale. Les retraités sont mis à contribution doublement via l'abattement de 10%, via également la limitation de la réindexation des pensions de retraite. Les travailleurs ont le sentiment aujourd'hui finalement de devoir faire beaucoup plus d'efforts que les autres, doit réussir à démontrer que ce qu'il a présenté en réalité prenait compte de l'ensemble des mesures et de l'ensemble des desiderata, ou en tout cas des limites fixées par les différents corps sociaux. Et puis évidemment, ça convaincre les parlementaires, convaincre les partenaires sociaux et convaincre l'opinion. On le sait que c'est pas une mince affaire, Guillaume, mais ça, quel que soit le Premier ministre et quelle que soit la configuration parlementaire. Oui, parce qu'il faut le rappeler, le projet de budget, c'est le projet de budget de François Bayrou. Si dans quelques semaines, François Bayrou tombe, le projet de budget tombe également avec toutes ces mesures, et donc il faudra travailler sur un nouveau projet de budget. À tous les deux, on vous retrouvera évidemment encore d'ici le début de cette conférence, ou en tous les cas après, évidemment, pour en tirer les principaux enseignements, alors que j'accueille Edwige Chevrillon qui vient de nous rejoindre de BFM Business. Merci beaucoup Edwige d'être là. Et Rachel Binas, merci également de nous rejoindre, journaliste à Marianne. Sur les enjeux, justement, Rachel Binas, de cette conférence de presse, est-ce que ça vous a surpris tout d'abord qu'il, dès la rentrée, qu'il annonce qu'il refait finalement la même chose qu'il y a 6 semaines? Est-ce que vous pensez qu'il joue gros aujourd'hui? Il joue énorme, il joue très gros, il est même seul contre tous, si je puis dire, puisque plane cette ombre du 10 septembre et que l'enjeu est extrêmement fort. Le 10 septembre, c'est ce blocage, cet appel de blocage général. Ouais. Et donc c'est à la fois un enjeu social, mais c'est aussi un enjeu politique. Vous avez eu l'occasion de le dire à l'antenne, et c'est un enjeu politique pour lui, pour la suite. Donc cette prise de parole n'est pas surprenante, même si on a du mal à savoir quelle est la marge de manœuvre et qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer pour tenter de calmer le jeu, tant ses moyens, tant ses outils sont limités. Edwige, il est à la fois sous la menace d'une censure, sous la menace sociale de ce mouvement du 10 septembre, et puis sous la menace des marchés aussi. Oui, évidemment, il y a risque de censure de manière différente, c'est-à-dire il risque d'avoir... Alors, il faut faire très attention, une crise financière, on n'en est pas encore là. Certains l'appellent le nerveux en disant finalement c'est comme ça, peut-être qu'on réussira à réformer la France. Mais en tous les cas, on n'en est pas là. Il faut quand même voir que maintenant, la France, elle l'emprunte à peu près juste en dessous de l'Italie. Hein. Sinon, il n'y a personne au-dessus. Avant, il y avait l'Espagne, le Portugal, etc. Maintenant, il n'y a plus que l'Italie qui emprunte encore plus cher que nous. Donc, on est quand même un peu au taquet. Et nul doute que ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ce budget va être très important, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, Pauline, sur les agences de notation qui vont noter la France. Et vous savez, c'est comme un carnet de classe, enfin un carnet de notes. Hein, c'est important d'avoir une bonne note parce que sinon vous empruntez encore plus cher. Et le niveau de la dette française est quand même très très élevé. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi élevée. Alors il y a ces 2 jours fériés supprimés, la suppression de ces 2 jours fériés dont on a beaucoup parlé, ce que retiennent les Français, mais globalement dans ce budget, est-ce que vous diriez que c'est un budget d'austérité qu'il nous a annoncé et qu'il pourrait confirmer? On ne peut pas dire, lorsqu'on regarde les chiffres, on ne peut pas dire que c'est un budget d'austérité parce qu'en fait, on dit les 44 milliards, c'est pas des économies, c'est des dépenses en moins. Et si vous regardez le niveau de la dette, notamment des finances publiques, c'est 1700 milliards dans le prochain budget, c'était 1685 de mémoire en 2025. Donc il y a toujours une progression des dépenses publiques. Et ça, c'est sans doute là où il faudra faire 40 milliards là, il y arrive, il faudra faire ensuite 40 milliards. En tout, il faudrait faire 120 milliards pour arrêter
le niveau des dépenses publiques françaises. Alors, si vous nous rejoignez, c'est imminent. D'ici quelques minutes, le Premier ministre devrait prendre la parole. Sa conférence de presse de rentrée va démarrer. Hugo Capelli, on vous retrouve. Vous êtes à l'intérieur de la salle. On voit qu'il y a déjà les journalistes qui sont là, beaucoup d'invités. On attend encore les ministres, c'est ça ? Oui, exactement. C'est vrai que cette conférence de presse devait commencer à 16 h. Alors, il y a un tout petit peu de retard, on imagine, puisque cette réunion prend un petit peu de temps. François Bayrou qui réunit l'ensemble de son gouvernement. Les ministres qui ont appris d'ailleurs un peu au tout dernier moment qu'il y avait cette réunion et que tout le monde était convié. Chacun a dû arranger un petit peu son agenda en dernière minute. En effet, on saura que cette conférence de presse commencera quand les ministres viendront s'installer dans les premiers rangs qui leur sont réservés. Vous voyez sur cette image une salle qui est pleine à craquer, énormément de journalistes accrédités, plus d'une centaine, on vous le disait. Il y a également beaucoup de conseillers gouvernementaux, des conseillers de François Bayrou qui sont présents. Ça vous donne un petit peu l'enjeu de cette conférence de presse de rentrée très importante, primordiale pour le Premier ministre, qui a cherché depuis le début de l'été à convaincre sur les économies que devait faire la France, les 44 milliards d'euros d'économies. Ça ne passe pas pour le moment auprès des partis d'opposition, notamment auprès des syndicats, auprès des Français. François Bayrou qui va en quelque sorte jouer son va-tout dans quelques minutes et qui va tenter de François Bayrou, il est là à 16 h ou pas? Besoin qu'il y a de faire des économies. Il a une grande annonce à faire. Oui, non, mais je veux dire, il est là bientôt, quoi. Discrétion qui nous disent que ça va être gros. On n'a pas plus de détails. On attend de Il va voir. arriver. Dans quelques instants à suivre sur BFM TV. Il va arriver. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, c'est à Ivan qui l'intérieur de demande. cette salle où on attend d'ici peu La cet question éminent est François bête. Bayrou qui devrait Voilà. prendre Sa la question parole est pour bête. cette conférence de presse de Non, mais rentrée. il veut Laurent savoir, Carrois, c'est tout. vous avez des Il veut informations à savoir, donner. mais C'est je sais pour pas, il a un cette peu de grande retard. annonce. Ça pourrait concerner quoi, cette Donc, grande annonce de voilà. François Bayrou? Alors non, j'ai aucune information privilégiée Pourquoi à vous donner. Je pense qu'on va tous apprendre en même temps les annonces qu'il fera. Non, parce Mais une qu'il fois de plus, je pense voudrait qu'il va que tu viennes surtout chez lui, quoi. rassurer sur le fait qu'il a un cap Là, précis. c'est Vous bon, le quoi. disiez, madame, Ouais. il est urgent de faire des économies et on peut se mettre d'accord sur la façon dont ces économies sont faites, sur la Non, répartition, on va faire quoi, etc. demain, Mais sur le fait que pour rester Moi, je souverain, peux pas vous pour dire. avoir des marges de manœuvre dans des C'est pas un secteurs qui secret. sont nécessaires, C'est un dans lesquels événement, on doit je investir, viens pas. comme l'écologie, Ivan, comme la il veut que j'aille défense le avec voir, la guerre sur le voir, territoire quoi. européen, Hein? sur notre Ivan. possibilité à être Tu vas souverain. voir Ivan. Je pense qu'il faut qu'il se donne cette marge de manœuvre et donc qu'il rassure sur la nécessité de S'il garder n'y a ce pas cap. d'événement, oui, La je viens. nécessité de faire des Hein? économies. S'il n'y a pas effectivement, d'événement, je là, viens. je crois que les Français Pas l'ont aujourd'hui. compris. Il a martelé Demain. ce message à plusieurs Ah. reprises. Mais il y a également cette idée qu'il n'y a pas forcément la Et justice, si c'est pas Bayrou, il vient forcément à réparti de la bonne 18 heures, manière. En tous les cas, c'est ce 19 qu'on heures. retenu Bah là, les je suis Français pas là, disent. donc je Oui, m'en moi je fous. pense que c'est vrai, un Pourquoi des tu points viendras? importants, enfin en tout cas c'est Ben ce non. qu'on espère Pourquoi? qu'il va Je suis invité. préciser, c'est donner une Ah ouais, meilleure ouais. répartition par rapport à ce qu'il a dit en juillet. Ouais, donc Où en là, gros, on ce avait soir, le c'est mort, c'est sentiment ça, en que gros. c'était Et vous avez tout compris, voilà. Pour qui l'instant, vous allaient comprenez quelque préciser, chose. remettre des Faut expressions. le dire, quoi. Là, je crois qu'il y a un besoin aussi de voir du côté des dépenses de l'État. Est-ce que c'est là où on va avoir une grande Je vais annonce? l'appeler, je vais dire que je Peut-être. pars La de chez question des toi, jours mais je sais même fériés, pas combien je c'était suis, ce qu'on donc, disait tout à l'heure. C'est c'est chiant. pourquoi, encore une fois, c'est les salariés qui vont travailler plus. Si en face, il n'y a pas pas une 37. rémunération, il faut une rémunération Ça en va être face. chaud. Hein. Et donc il y a un problème aussi en Bon, France je de change salaire. encore, hein. Donc c'est là où peut-être il y aura des annonces. 37, c'est si toujours ton des- père des- il veut que tu le des jeux de rejoignes, je sais bingo pas. entre les exonérations sociales, les aides aux entreprises, ce que vous retrouvez sur votre fiche de paye, peut-être qu'il y aura des annonces majeures. Je ne sais pas parce que je pense que je suis comme dans les ministres, je n'en sais pas plus. Mais en même temps, on voit bien que c'est là-dessus qui va être très attendu. Vous avez des informations pour nous, Alexis? Vous l'avez bien compris, une fois encore comme en juillet, François Bayrou a réussi à garder ce suspense autour de ces annonces. très mauvais, Et alors, hein. objectivement, on a beau chercher, et on vous a donné déjà un certain nombre d'informations sur l'état d'esprit et sur les coulisses de tout ce qui s'était passé, mais sur le fond, à ce stade, en effet, il n'y a pas de certitude. En revanche, ce qui est certain, c'est s'il part sur ce qui vient d'être évoqué, ça a pour lui quelques bénéfices. S'il dit qu'il va demander un geste supplémentaire aux plus hauts revenus, vous savez que ça c'est une demande très forte du côté du Parti Socialiste, et c'est objectivement un point sur lequel même au sein de ses alliés, certains disent que oui, Je n'ai rien à il y a foutre. peut-être possibilité de faire quelque chose. La contribution qui avait été demandée aux grandes entreprises dans le budget Barnier qui n'est pas reconduite, ou d'autres hypothèses qui peuvent être discutées. Et ça, pour sa situation et sa survie politique, ça peut avoir un avantage. Et puis, il y a le train de vie de l'État. Et là, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup noté, notamment sur les réseaux sociaux pendant l'été, dans la foulée des annonces du 15 juillet. L'État ne fait pas assez d'efforts.
Lui va tenter de dire qu'au contraire, notamment avec ce sujet de l'année blanche, l'État fait des efforts et que peut-être il peut en faire plus. Vous savez qu'il a demandé par exemple à René Dosière, spécialiste du train de vie de l'État, qui s'était beaucoup penché sur le train de vie de l'Élysée notamment, de regarder si les élus ne peuvent pas faire davantage d'efforts. Et on va retrouver dans un instant, alors qu'on voit les ministres qui sont en train de s'installer, ça veut dire effectivement que c'est imminent, ça va démarrer d'ici peu, puisqu'effectivement ces ministres sont au premier rang, les premiers ministres du gouvernement de François Bayrou. Rachel Binas, c'est vrai que c'est aux socialistes qu'il doit s'adresser, ce sont eux qui pourraient sauver François Bayrou. Alors la difficulté, c'est que c'est pas simplement aux socialistes, c'est à la gauche dans son ensemble, et notamment on ne peut pas faire fi de la France insoumise. Or, on voit bien, et ça a été très clair, hein, ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors qu'on voit, pardon, Rachel Binas, alors qu'on voit les derniers membres du gouvernement qui sont en train d'arriver, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la santé, les principaux ministres du gouvernement qui sont en train de s'installer. Effectivement, on voit qu'il y a tout le gouvernement qui est réuni quasiment au grand complet, pas seulement les ministres concernés par ces questions budgétaires. On a effectivement le ministre des Affaires étrangères qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a vraiment tout le gouvernement qui est rassemblé, alors que voilà, on voit Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, on a vu Elisabeth Borne également s'installer, Amélie de Montchalin aussi, donc on attend évidemment plus que le Premier ministre, avec toujours cette interrogation, et Bruno Retailleau qui est arrivé dernier sur place, qui est là aussi. Un gouvernement un peu mis devant le fait accompli, hein, selon certaines de nos informations. Nos sources nous disaient en effet que cette conférence de presse, eh bien, certains l'avaient découvert un peu à la dernière minute. Nous savons que le principe de cette conférence de presse, peut-être le Premier ministre avait-il prévu de s'exprimer, mais le principe de cette conférence de presse est vraiment décidé dans le secret d'un dîner avec le président de la République jeudi dernier. On va écouter tout de suite le Premier ministre qui va prendre la parole. Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus nous rejoindre. J'ai souhaité cette communication de rentrée à un moment préoccupant et donc décisif de l'histoire de notre pays. C'est un moment d'hésitation et de trouble, et je considère que ce moment impose une clarification. On connaît le contexte de cette rentrée. La planète ne tourne pas bien. La loi internationale qui, jusqu'à maintenant et depuis des décennies, imposait que soient respectés tous les pays du monde, quelle que soit leur taille, avec des droits égaux, cette loi est bafouée. Les grands empires ont choisi désormais d'imposer leurs lois par la force. Force militaire, avec l'assaut jamais interrompu de la Russie contre l'Ukraine, héroïque. Tragédie du Moyen-Orient. Depuis le pogrom du 7 octobre, jusqu'aux événements qui se sont déroulés jusqu'au Liban, jusqu'à l'Iran et jusqu'à Gaza. Épreuve de force commerciale, avec une concurrence déséquilibrée et déloyale sur des centaines de productions de la part de la puissante Chine. Domination avec les politiques de droits de douane unilatéralement imposées par les États-Unis de M. Trump. Et puis, épreuve de force monétaire. Il y a des dévaluations qui se présentent comme des dépréciations, mais qui ont exactement le même effet et qui faussent la concurrence. Et je pourrais continuer comme ça les scénarios multiples des épreuves de force. Et tout cela dans une indifférence au réchauffement climatique et à ses conséquences et à ses causes industrielles et énergétiques en particulier. Et puis l'Europe ne tourne pas bien non plus. Elle devrait parler d'une seule voix. Or, elle est trop souvent divisée,
chacun essayant de rechercher d'abord ses propres avantages. Nous avons 450 millions d'habitants, c'est un immense marché. Nous avons cru pendant longtemps que cet immense marché pouvait s'imposer de lui-même par son seul poids. Une puissance scientifique, technologique, industrielle. Mais en dépit de l'effort constant qui a été celui de la France et singulièrement du président de la République, une impuissance politique, Mario Draghi, cette fin de semaine à Rimini, a prononcé une formule que je crois nous pouvons tous faire nôtre. Il a dit, cet été, le rêve d'une Europe qui compte dans le monde s'est évanoui. Et puis il y a notre pays, la France, qui est dans un dangereux paradoxe. Un pays incroyablement doué dans tout ce qui est au sommet de la pyramide de l'œuvre humaine, du savoir, des sciences, des mathématiques, de la chimie, de la génétique, de l'algorithmique, du quantique, et puis des technologies et productions de pointe. Nous savons produire des lanceurs, des fusées, des satellites, de l'électricité nucléaire avec des centrales de première force. Nous avons les armes, nous savons produire les armements les plus sophistiqués, les meilleurs avions du monde, les meilleurs hélicoptères du monde, des navires, des sous-marins, y compris nucléaires, des automobiles de qualité, pharmacie, chimie, la culture, le luxe, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et cependant, quand on fait le bilan, un commerce extérieur en berne, parce que nous sommes dépassés dans tout ce qui est la base de la pyramide de la consommation. Paradoxe incroyable. Plus fort au sommet de la pyramide, plus faible à la base de la pyramide. Dans tout ce qui est l'équipement de la maison, l'électroménager, tout ce qui fait la vie de tous les jours. Et c'est ce paradoxe d'un pays à la pointe et à la traîne qui devrait mobiliser notre énergie et notre volonté de tous les jours pour préserver et conforter nos forces et pour corriger nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, en dépit des efforts considérables, y compris de moyens qui ont été faits, l'éducation nationale, qui est dans les classements internationaux à la place, nous ne voudrions pas le voir, et d'abord et surtout pour ce qui concerne les fondamentaux, la lecture, l'écrit, les mathématiques, et la formation des jeunes. 19% des jeunes au chômage. Ce chiffre a progressé de 2% en une année. Et cependant, paradoxe suprême, un jeune sur 5 au chômage et les entreprises ne trouvent pas de jeunes pour s'engager, pour progresser, pour prendre des responsabilités, pour construire des situations qui vont préparer évidemment l'installation dans la vie, et ne serait-ce que pour prendre la succession des commerçants et des artisans qui s'en plaignent tous. Nous devrions tous nous battre avec acharnement pour la réindustrialisation du pays, dans toutes les filières que nous avons ou que nous devrions avoir à portée de la main, et autour desquelles nous devrions rassembler les pouvoirs publics et les grandes entreprises. Alors je sais combien des efforts ont été déployés ces dernières années, à dire le contraire, pour créer les conditions du redressement de tous ces secteurs, de l'école, de l'emploi, de la création d'activités, avec des progrès notables mais insuffisants. Probablement, je pense que oui, demain il y en a. Notre volonté, la volonté de la nation, j'attends 45, protéger et cultiver nos incroyables atouts et corriger d'urgence nos faiblesses. T'as compris? On aurait tout pour cela. 45 et... Mais qui va. il
un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Alors ce sont des chiffres qu'il est absolument impossible de se représenter, sauf à avoir un ordinateur quantique à l'esprit. Mais il y a une manière de les rendre plus compréhensibles. Depuis 20 ans, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Alors, je sais très bien que nous avons eu des crises considérables à traverser et cet argument doit être pris en compte. On a eu les subprimes et la crise financière en 2008 et 2009. Et puis on a eu les gilets jaunes, et puis on a eu la terrible crise du Covid qui a paralysé la planète. Et puis on a eu la guerre d'annexion déclenchée par la Russie, et puis on a eu la crise énergétique qui s'en est suivie, et puis on a eu l'inflation, et puis on vient d'entrer dans l'orage des droits de douane déclenché par M. Trump. Et il est bien sûr normal que quand on a une crise, on essaie de passer cette crise par l'emprunt, pour passer la vague. Mais ce qui est anormal, c'est que, ayant fait appel à cette disponibilité, on ne soit jamais revenu en arrière. La dépendance à la dette est devenue, en France, chronique. Et cet argent emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu que ce soit pour investir, pour doter notre pays des meilleurs équipements, pour construire des universités, des hôpitaux, des laboratoires pour nos chercheurs. Il a été utilisé pour les dépenses courantes. Dépenses courantes qu'aucune famille pour elle-même n'envisagerait de laisser à la charge de ses enfants. De sorte que les sommes que nous devons rembourser chaque année ont augmenté année après année dans l'indifférence générale, inexorablement. La charge de la dette va devenir cette année, le budget le plus important de la nation. Les annuités que nous devons rembourser vont être plus lourdes que le budget de l'éducation nationale et que le budget des armées. Cette année. Et si on devait regarder à peu près ce que ça veut dire, cette charge de la dette représentera à elle seule plus que l'addition des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, du logement et de la justice. Additionnés. Et ça va croître tous les ans, inexorablement si nous ne faisons rien. L'an dernier, c'était 60 milliards. Cette année, ce sera 66 milliards. L'année prochaine, en 2026, au mieux 75 milliards.
Et si nous ne corrigeons pas la trajectoire en 2029, dit la Cour des comptes, 107 milliards. 107 fois 1000 millions d'euros. Et notre pays, pour voir la dimension de tout ça, notre pays au rythme de croissance qui est le sien, c'est-à-dire croissance et inflation de l'ordre de 2% par an, notre pays crée chaque année environ 50 milliards de richesses nouvelles. 3 000 milliards. Produit chaque année plus que l'année précédente, c'est déjà pas rien, de l'ordre de 50 milliards. Et sur ces 50 milliards créés par les Français, 10 milliards supplémentaires chaque année sont captés par les intérêts de la dette. Ça veut dire que c'est 20% du progrès de la France qui est capté par cette charge et cette menace. Qui est confisquée chaque année. Mais oui, ils vont tout bloquer. Et c'est exactement la situation que trop de familles, trop d'entreprises et trop d'associations connaissent bien. Il faut tout commander maintenant. C'est terrible de devoir aller chaque mois à mon avis, à la banque pour emprunter de quoi rembourser les mensualités des emprunts précédents. Là, c'est la merde dans le sens que la France est cool. C'est terrible. Et là, c'est grave. Et beaucoup de Français le savent très bien. Voilà, c'est ça qu'on vit. C'est que là, apparemment, vous êtes de moins en moins solvable, vous empruntez de plus en plus cher. C'est ça le cercle vicieux. Et il n'y a aucun moyen de s'en sortir si on ne prend pas conscience de la gravité de ce risque et de cette fatalité. Alors je sais bien qu'il est beaucoup plus facile d'ignorer tout ça, de faire comme si on pouvait continuer sans rien changer, et sans rien changer en particulier à nos habitudes. Mais si le chemin que nous choisissons est de faire semblant, de feindre que le problème n'existe pas, alors je vous le dis comme je le pense au plus profond de moi-même, nous ne nous en sortirons pas. Nous, France, tous ensemble, ne s'en sortirons pas comme État et comme société, parce que c'est notre liberté qui est en jeu, c'est notre souveraineté et notre indépendance. Car si l'on est dépendant, toutes les familles le savent, si vous êtes dépendant financièrement pour un État, c'est comme si vous êtes soumis militairement. C'est la même chose. Dépendre des prêteurs pour une famille, dépendre de la banque, parce que vous êtes menacé de saisie, pour une entreprise, parce que vous êtes menacé de redressement judiciaire. Ceci n'est pas une situation qui vous permet de vous épanouir et d'être heureux. Et autant que je le pourrai, je ne laisserai pas notre pays s'enfoncer dans ce risque. Parce que c'est notre liberté qui est en jeu. Alors je ne referai pas devant vous, je l'ai déjà fait, la liste des pays qui nous entourent, qui ont été rattrapés par ce cauchemar et des sacrifices qu'ils ont dû consentir. Le Canada, des grands pays, le Canada, la Suède dans les années 90, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal dans les années 2000. Et on sait bien ce qui se passe, on coupe dans les retraites 30% de moins dans certains pays. On coupe dans les salaires de la fonction publique 15% de moins dans certains pays. On licencie des fonctionnaires et on augmente massivement les impôts. Dans le pays, la France, qui paye déjà le plus d'impôts. C'est ça la fatalité. C'est ça ce qui nous menace et ce sont des menaces auxquelles personne ne peut échapper. Mais non seulement ça, mais la puissance du rapport de force avec les prêteurs, ceux qui vous prêtent l'argent dont vous avez besoin. Cette puissance des rapports de force, il y a 3 ans à peine, au Royaume-Uni, nos voisins britanniques
Un gouvernement pourtant conservateur, dirigé par Liz Truss, ce gouvernement a sauté en 42 jours. On peut le remercier, hein. Bravo Macron. 6 semaines. Parce que les marchés, c'est-à-dire les prêteurs, ont considéré que les décisions que le gouvernement avait prises, décisions de baisse d'impôts et de recours massif à l'endettement, n'étaient financièrement pas viables. La Grande-Bretagne, un des plus influents des grands pays du monde, membre comme nous du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de surcroît, pour les initiés, la place forte des banques, des financiers et des boursiers, renversés en 6 semaines. Imagine, là c'est la merde. C'est la grosse merde. La France ne peut pas ignorer ce danger. Elle ne peut pas ne rien faire. Elle court à l'accident si elle ne prend pas les décisions courageuses, mais encore possibles et supportables, qui s'imposent et que nous débattons. Alors j'entends très bien ceux nombreux parmi nos compatriotes qui disent « Mais il n'y a aucune raison que ce soit à nous qu'on demande des efforts. C'est pas notre faute, c'est la faute des gouvernements. » Et donc c'est aux gouvernements qui se sont succédés qu'il faut demander des comptes, pas à nous. Alors il se trouve, quelques-uns d'entre vous le savent, que pendant ces 20 dernières années, je me suis battu presque toujours tout seul pour convaincre de ce risque politique les décideurs et nos concitoyens qui tous, je dois l'avouer, s'en moquaient comme de leur premier biberon. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Pour moi, c'est vrai. Aux retraités, pour quelques 600 milliards. Catherine et Astrid. 600 milliards sur les dernières années. Aux consommateurs en TVA réduite, aux fonctionnaires en salaire, aux assurés sociaux massivement, aux entreprises, c'est-à-dire aux salariés en baisse de charge. Parce que les baisses de charge, c'est pour que ceux qui n'auraient pas eu accès à l'emploi puissent trouver leur engagement dans l'entreprise sans que ça déséquilibre. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. Et si je m'en réfère aux interventions dans les débats parlementaires, aux interventions des parlementaires de tous bords pendant la crise, pendant les discussions budgétaires, l'immense majorité des interventions, elle était cette majorité pour demander non pas moins de dépenses, mais davantage de dépenses, chacun pour le secteur qui le concerne. Et je vois les têtes des membres du gouvernement hocher, parce que nous vivons tous cela pendant les débats. Et je dis ça, pardon de répéter une antienne, alors qu'il aurait pu y avoir une dette utile. Alors que les conditions de prêt, avec des taux extrêmement bas, permettaient d'imaginer que on puisse mobiliser ces moyens pour investir. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Nous avons choisi non pas l'investissement, sauf ces dernières années à l'initiative du président de la République avec France 2030, mais pour l'essentiel, pendant des décennies, pour les dépenses courantes. Et donc, comme on dit depuis longtemps, comme les économistes savent ça très bien, la mauvaise dette chasse la bonne. Et donc la menace est là. L'explosion des taux d'intérêt, pas seulement pour l'État, mais pour chacun d'entre nous,
Et ça signifie très simplement qu'il devient trop cher de construire, qu'il devient trop cher d'acheter un appartement, que le secteur du bâtiment est bloqué avec des centaines de milliers d'emplois, qu'il est impossible d'acquérir des voitures ou d'équiper la maison. C'est ça la conséquence directe, familiale, en dehors des menaces qui pèsent sur l'État, menaces directes et familiales pour les Français. Avec une loi, on connaît tous très bien, les taux modérés, c'est de l'oxygène pour l'économie. Et l'explosion des taux, c'est l'asphyxie générale de l'économie. Pour nous, à mon avis, ça va être mort. Et donc, je me battrai, bec et ongles, et le gouvernement se battra en prenant tous les risques pour que ce danger soit évité par le seul moyen disponible qui est à mes yeux la prise de conscience des Français. Or, ce débat, qui est vital pour notre pays, depuis des semaines, a sombré dans la confusion. Et c'est pourquoi il faut une clarification. Le débat devrait être centré autour de la nécessité, je le répète, vitale, de dépenser moins et de produire plus, pour placer le pays dans la trajectoire nécessaire pour retrouver l'équilibre de la dette. Trajectoire en 4 années, jusqu'en 2029. Et ce débat a été, je le dis comme je le pense, dévoyé et déplacé. Il n'a plus été question de l'impérieuse nécessité d'agir, impérieuse nécessité à laquelle nous devons répondre, mais seulement des mesures, prises une. Par exemple, les jours fériés. Mesures dont j'ai annoncé qu'elles étaient toutes discutables, amendables, améliorables, avec les partenaires sociaux et avec les parlementaires au moment du débat budgétaire, parce que c'est la mission du Parlement. Ne débattre que des mesures, c'est oublier la nécessité du plan d'ensemble. Or, c'est le plan d'ensemble. Sa nécessité et son urgence, qui est la vraie question. Tous les débats exacerbés, passionnés sur les mesures, en fait, on sait bien, les débats conduisent à ne rien faire, à renoncer, et ils sont une impasse pour le pays. J'ajoute que ces derniers jours, sur ce débat, s'est greffé un mouvement de contestation radicale, dont LFI et M. Mélenchon ont maintenant pris la tête, qui visent, selon leurs propres termes, à bloquer tout et à la grève générale. Il y a quelques années, M. Mélenchon avait défini sa stratégie. Pour obtenir à terme la révolution, il fallait tout conflictualiser, entre guillemets. Conflictualiser, c'est de faire de tous les sujets une guerre, un affrontement, parce que le conflit systématique mène au désordre et que le désordre abat la société. Il a revendiqué cette semaine devant ses troupes cette phrase qui a été rapportée. Nous sommes des spécialistes dans l'organisation la dette elle monte. Sans jamais s'interroger sur le mal que va faire aux entreprises 12 milliards d'euros. Et aux familles. Les jours, nuit. Cette organisation du désordre. Dans la merde. Qu'il revendique au pluriel pour le 10 septembre. Et donc il n'est pas étonnant qu'ils aient été rejoints par cette parlementaire qui a prononcé cette phrase publiquement, une des phrases les plus scandaleuses de l'été, Madame Sandrine Rousseau, qui a dit « La rentabilité de l'agriculture, je n'en ai rien à péter ». Phrase qui a été prise comme un crachat au visage par tous les agriculteurs, tous les paysans et tous ceux qui les respectent et qui les aiment et considèrent qu'ils sont, ceux-là, par leur travail quotidien et par leur courage, une élite de la nation. N'avoir rien à faire de ceux qui vont trinquer, tout pour abattre ceux qui essaient de s'en sortir,
et de surcroît l'enfermement dans le communautarisme, voilà où ces mouvements veulent conduire notre pays. Et cela, je le dis avec certitude, en tout cas avec ce que j'ai de conviction et de plus profond d'authenticité, cela, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas ceux qui veulent l'abattre par le désordre, c'est ceux qui veulent la construire par le courage et la générosité. C'est pourquoi il faut, dès cette rentrée, une clarification. Il faut que les choses soient clarifiées. Y a-t-il ou pas urgence nationale à rééquilibrer nos comptes publics et à échapper, parce que c'est encore possible, à la malédiction du surendettement qui concerne tous ceux qui nous regardent, toutes les Françaises et tous les Français, toutes les familles, et cela en choisissant une trajectoire de retour à la maîtrise de la dette en 4 ans, d'ici à 2029, en dépensant moins et en produisant plus. Voilà la question centrale. La discussion sur les mesures, sur chacune des mesures, c'est autre chose. C'est une étape différente, qu'on peut aborder différemment. Cette discussion, elle viendra après, elle ne peut venir qu'après, avec les partenaires sociaux et pendant les débats budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Se recentrer sur la question essentielle, voilà la clarification. Et cette clarification, pour moi, elle est urgente. Et il y a un lieu pour cette clarification, une institution, c'est le Parlement. Dans un débat ordonné, suivi d'un vote, et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances et donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. Ce choix consacrera la dimension de l'effort, celui-là seul effort qui ne peut pas être écarté et qui ne peut pas être éludé si nous voulons trouver la trajectoire de la libération de notre indépendance, c'est-à-dire quelques 44 milliards de réduction du déficit, 44 milliards sur une prévision de dépenses de 1720 milliards, donc 2% d'effort. Ce choix confirmera aussi les principes que nous avons énoncés, très peu nombreux, le principe de justice dans la répartition de l'effort. Tout le monde participe, l'État le premier, tout le monde participera, et les plus favorisés seront appelés à prendre leur juste part de l'effort national. Et la discussion sur chacune de ces décisions, sur chacune des mesures de ce plan d'urgence, quand t'as fini, cette discussion aura lieu ensuite, en pleine lumière, sous le regard des Français, au cours de la négociation avec les partenaires sociaux et au sein des 2 chambres du Parlement. Je crois profondément, j'ai la conviction inarrachable que les Français auront conscience, prendront conscience de la gravité de la situation. J'ai la conviction qu'ils accepteront de participer à l'effort pourvu que l'effort soit juste. On y va ?
Ouais, j'attends là, il dit un Mesdames truc et messieurs, intéressant. cette Là. clarification est la condition même du ressaisissement de notre pays. Ça part en couille complet. Je l'appelle, Evan, je lui dis quoi? Tu dis, Si nous Lisanne, arrivons à écoute juste conclure un cette truc. clarification, la France échappera aux deux écueils. Mais dis-lui que je viens pour lui faire plaisir. Hein. Pour notre pays. Dis-lui que je viens, c'est pour vous faire plaisir. Hein. Et le désordre qui détruit tout. C'est l'essentiel qui se joue. Et je voudrais vous dire que Bon, cet les gars, je essentiel-là, pourrais il se joue pas pour les ceux laisser dont plus on ne longtemps parle parce que jamais. je vais partir. Mais en tout Ceux cas, qu'on oublie tout au long de ce ces pays débats. fait peur. Ce Et pays fait très peur. Ce pays, nous devons nous exprimer ce monde, aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants. ce monde, il nous fait peur. Je ne veux Il nous pas fait peur que parce nous que le 10 laissions un septembre, monde on écrasé part en de couille. dettes, Ce 10 septembre est sacré. dans lequel il se C'est un trouverait découragé sacré, parce qu'il serait décourageant. un sacré événement Je voudrais vous dire ça pour le 10 simplement, septembre. c'est en pensant à eux que nous devons prendre ces Le 10 décisions. septembre, les pays seront bloqués. Eux qui ne peuvent pas s'exprimer, eux qui ne Voilà. votent pas encore dans le Le débat. monde est grave. Le monde est dangereux. La France est qui dangereuse. Ceux-là même pour qui nous devons réfléchir et délibérer. Tu vois, et ils disent, choisir le chemin. je sais pas si vous arrivez à voir, le gouvernement voté de confiance le 8 Y septembre. arriver en adulte responsable, et pardonnez-moi de ce mot, en adulte Pourtant, ça responsable commence et dès le 8 affectueux. septembre. Pourtant, Parce ça que commence dès le 8 les enfants, septembre. c'est le plus important pour construire l'avenir. Écoute, on verra. Hein. Bah, allez, viens, on y va. Chacun désormais